Est-ce qu'une machine peut penser? Est-ce qu'un ordinateur, un programme ou une simulation peut ressentir? Si vous pensez que non, cet épisode est fait pour vous. Non pas nécessairement pour vous convaincre du contraire, mais pour expliquer pourquoi certains pensent que oui. Un épisode un peu différent de d'habitude dans lequel on va reprendre les bases de la question, parfois sous un angle historique, et inclure des sujets périphériques très variés comme le vivant, le vitalisme, le libre arbitre, essentiellement parce que ce sont des concepts souvent liés lorsqu'on a la posture opposée, lorsqu'on pense qu'une machine ne peut ni ressentir ni penser. Quelle est donc exactement la question? Elle concerne ce qu'on appelle la conscience phénoménale, c'est-à-dire l'effet subjectif que ça vous fait d'être, cette sensation ineffable de ressentir la réalité. On se demande si une machine ou un programme pourrait reproduire cette sensation subjective. Et j'ai bien dit une machine. La question concerne la possibilité théorique d'avoir une telle machine, et non de savoir si c'est déjà le cas pour des systèmes qui existent actuellement. Et on va commencer par parler du vivant et du vitalisme pour la raison suivante. D'un côté, on va considérer un être humain, auquel on associe généralement cette conscience phénoménale, cette chose que notre intuition considère de prime abord immatérielle. De l'autre, on va considérer plus généralement un organisme vivant. Le vitalisme, c'est l'idée qu'au vivant s'associe également un élément immatériel, une sorte de force vitale qui animerait les organismes. Ces derniers ne se réduiraient pas à de la matière standard et des processus physiques standards, mais auraient besoin de davantage. Présenté ainsi, un lien entre conscience et vivant semble s'imposer. D'un côté comme de l'autre, on a des structures et en parallèle autre chose, qui semble immatérielle, au moins en apparence. Le vitalisme était parfaitement logique dans le contexte des connaissances d'il y a à peine quelques siècles. Lorsqu'on écoute son instinct premier, qu'on observe le vivant, on ne peut qu'être émerveillé par la singularité et le contraste qu'il manifeste avec le reste. Le vivant semble animé d'une énergie propre, que ce soit pour se mouvoir ou pour réagir. Il semble également pouvoir se développer spontanément à partir de l'inerte, le concept de génération spontanée, ou se développer à partir de matière uniforme, comme guidé par une force externe agissant sur cette matière et gardienne de son plan précis d'organisation. A l'inverse, la mort semble illustrer le départ irréversible de cette force, souvent sans qu'il y ait de manque apparent dans les structures physiques, renforçant l'idée que quelque chose d'immatériel est parti. Enfin, le fait que nous-mêmes fassions partie des structures vivantes, avec notre point de vue subjectif et conscient sur le monde, semble confirmer cette intuition d'un immatériel qui accompagnerait le vivant. Mais tout cela va changer, notamment au cours du 19e et 20e siècle, avec l'avènement de la méthode scientifique et l'amélioration de nos capacités d'observation de l'infiniment petit. En 1828, Friedrich Wöhler réalise la première synthèse de l'urée, un composé chimique qu'on pensait jusqu'alors nécessiter l'intervention de cette force vitale pour se former. Il démontre ainsi que l'organique peut s'obtenir à partir de l'inorganique via des processus abiotiques. 10 ans plus tard, en 1838, Schleiden et Schwann découvrent la cellule et établissent ainsi la base de la théorie cellulaire, suggérant que tous les organismes sont composés d'éléments unitaires et régis par des processus mécaniques. Encore une vingtaine d'années plus tard, Charles Darwin jette son pavé dans la mare avec l'origine des espèces, qui ne se focalise plus sur la nature interne du vivant, mais démontre en quoi des processus naturels et mécaniques peuvent en grande partie expliquer sa complexité actuelle. La génération spontanée, c'est-à-dire le fait que le vivant puisse se former depuis l'inorganique par action supposée de la force vitale, sera réfutée par Pasteur peu après via l'invention de la stérilisation, démontrant ainsi que cette spontanéité est surtout apparente et probablement due à une limitation de nos capacités d'observation. À partir des années 50, initiée par Watson et Crick, c'est la découverte de l'ADN. On comprend peu à peu que l'information du plan de développement des organismes est physiquement présente dans ceux-ci, encodée dans la séquence de la célèbre molécule. On se passe ainsi du besoin d'un architecte externe dictant au vivant sa forme. La révolution va continuer et s'accélérer au cours du XXe siècle, notamment par la progression des techniques d'imagerie. Dans les années 30, Ernst Ruska et Max Noll mettent au point le premier microscope électronique, qui sera rapidement suivi par sa version à balayage, permettant une imagerie tridimensionnelle des structures, jusqu'à l'arrivée de nos techniques modernes de microscopie à super haute résolution. On dépasse maintenant la limite de diffraction de la lumière, ce qui permet la déduction des structures à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire moléculaire.
Ces techniques vont peu à peu révéler que non seulement le vivant est fait de la même matière que le reste, mais aussi que son fonctionnement à l'échelle microscopique suit les lois physiques parfaitement standards. Aujourd'hui, on ne sait pas tout du vivant, mais cette ignorance a changé de nature. Elle est essentiellement technique. Les systèmes vivants sont compris jusqu'à l'échelle moléculaire avec une précision inégalée, mais il reste simplement de nombreux sous-systèmes à cartographier. Cette compréhension mécaniste rend l'ancien concept de force vitale d'une part inutile, mais également incompatible avec ce qu'on observe. Si un organisme vivant peut se réduire à des processus physiques standards, alors il est possible de décrire sa structure et sa dynamique de cause en conséquence, tout étant guidé localement par les lois physiques. Dès lors, il ne reste que deux options. Soit cette hypothétique force vitale pourrait influencer la matière et dévier les lois physiques, ce que nous n'avons évidemment jamais observé, soit elle n'aurait aucun moyen d'agir sur le monde, aucun pouvoir causal sur le corps physique auquel elle est censée s'associer. Constater que les organismes vivants sont des structures physiques mues par des processus physiques ne revient absolument pas à déclarer qu'ils ne sont pas singuliers, mais simplement à comprendre que c'est ici l'organisation qui fait l'objet. Il ne s'agit pas non plus de réductionnisme abusif dans le sens où savoir que le microscopique induit le comportement de l'ensemble, ce n'est pas déclarer que c'est le bon angle pour le décrire et le comprendre. Il y a une dimension émergente évidente, et c'est d'ailleurs pour cela que cette compréhension mécaniste du vivant s'accompagne d'une compréhension systémique en termes de fonctions que ces structures réalisent. De nos jours, le vivant est compris ainsi. Il s'agit de structures matérielles organisées, mues par des lois physiques standards, mais à l'organisation permettant l'émergence de fonctions singulières comme la reproduction, l'homéostasie, c'est-à-dire le fait de s'autoréguler, l'autopoïèse, le fait de s'autoconstruire et de s'autoréparer, et de nombreuses autres. Notre parallèle initial entre vivant et conscient en prend un sérieux coup, non seulement en raison de la disparition de l'élément immatériel du côté du vivant, mais aussi en raison de notre compréhension actuelle de celui-ci via ce faisceau de propriétés qu'on considère le définir. En regardant une à une ces capacités singulières du vivant, le lien logique avec la conscience s'efface. En quoi la capacité de se reproduire impliquerait-elle la faculté de ressentir? En quoi en être dépourvu, être stérile, empêcherait-il de ressentir? Et pourquoi le fait de pouvoir se réparer serait-il indissociable de la capacité de penser? En résumé, ce lien vivant-conscient perd la quasi-intégralité de sa légitimité via la disparition de l'élément immatériel côté vivant et le constat que les propriétés qui restent pour le caractériser ne semblent, sur le plan sémantique et logique, ni nécessaires ni suffisantes à la conscience phénoménale. Plutôt que de tenter de comprendre la relation entre corps et conscience phénoménale, on peut commencer par se poser une question beaucoup plus objective: quelle est la relation entre le corps et les comportements? Peut-on expliquer physiquement et théoriquement pourquoi un être conscient bouge ou produit un son? Quels sont les liens entre les actions qu'il effectue physiquement sur le monde via son corps et ce qui se passe au sein de celui-ci? Et là aussi, il s'agit d'une question à laquelle la science a fourni un très grand nombre de réponses au cours des derniers siècles. On peut considérer qu'un premier élément pivot se situe un peu avant 1800 lors de la découverte de l'électricité animale par Luigi Galvani. Ce dernier observe que des contractions musculaires peuvent être induites par des signaux électriques, suggérant que des signaux de même nature sont effecteurs des mouvements. 100 ans plus tard, Santiago Cajal observe les cellules support de cette communication électrique, les neurones, et pose les bases du système nerveux via la communication interneurones. Progressivement, la vue d'un système en réseau se développe et on peut notamment citer les travaux de Donald Hebb, vers 1950, qui s'intéressent à la dynamique de ces réseaux, les lois de formation et de renforcement des connexions, le concept de plasticité neuronale entre en jeu, les expériences sculptent et modifient le réseau initiateur du comportement, on ébauche ainsi les bases mécanistes de l'apprentissage. Comme dans le cas du vivant, tout ceci s'accélère nettement avec l'avènement des technologies d'imagerie de plus en plus fines, et depuis les années 2000, les projets se multiplient pour cartographier des systèmes nerveux de plus en plus étendus et de plus en plus détaillés, jusqu'à cette année 2024 où le premier connectome quasi complet de la mouche du fruit a été produit. Plus de 140 000 neurones et pas loin de 50 millions de connexions identifiées et étiquetées. Comme dans le cas du vivant, notre ignorance a, en quelques siècles, changé de nature. Elle est devenue technique.
La cognition, à l'origine des comportements, réalisée par cette connectique interne, est de nos jours partiellement cartographiée et comprise. Le travail restant, bien que loin d'être négligeable, ne consiste qu'à compléter cette compréhension systémique. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de réductionnisme abusif. Comme lors de notre caractérisation de la nature fondamentale du vivant, constater le fonctionnement mécaniste de la cognition ne revient aucunement à nier sa complexité et sa richesse. Il reste à comprendre son organisation et toute la dynamique émergente induite par celle-ci. On peut simultanément reconnaître que le macroscopique est induit par un microscopique d'une certaine nature et considérer que cette nature fondamentale n'est pas un point de vue suffisant pour le décrire et le comprendre. On accepte simplement que les propriétés macroscopiques à identifier ne découlent pas d'un ajout extérieur au système, mais en émergent. Cette vue mécaniste de la cognition à la base des comportements va progressivement faire disparaître la vue dualiste de la conscience. Le dualisme, c'est l'idée que la conscience existe en elle-même, indépendamment de l'être ou de son cerveau. Le corps ne serait qu'un véhicule et la conscience son pilote. Mais le même argument que celui qu'on a vu avec la force vitale s'applique. La conscience dualiste semble inutile pour expliquer les comportements et incompatible avec la vue mécaniste de la cognition qui rend explicable de cause en conséquence pourquoi un être conscient fait ce qu'il fait. Et du coup, soit cette conscience dualiste devrait intervenir quelque part dans cette chaîne causale et faire dévier les lois physiques, ce qu'on n'a jamais observé, soit les lois physiques ne peuvent dévier et cette conscience immatérielle n'est qu'un simple spectateur sans aucun pouvoir causal sur le monde. Et je vois où certains d'entre vous peuvent en venir, et si ce raisonnement déterministe n'était pas tenable, et si, quelque part, les lois physiques étaient fondamentalement aléatoires. C'est au passage l'une des raisons pour lesquelles certains amènent la physique quantique dans le débat sur la conscience. Eh bien, dans l'état actuel de la science, cet indéterminisme ne changerait rien au raisonnement précédent, pour la simple raison qu'il est également immuable. Les statistiques aléatoires prévues par la mécanique quantique sont parfaitement contraintes. Il n'y a pas de place pour une influence externe. Le problème resterait le même. Soit cette influence statistique devrait exister et on ne l'observe pas, soit elle ne peut exister et donc cette conscience immatérielle se retrouve toujours sans aucun pouvoir causal sur le monde. C'est pour cette raison que de nos jours, la conception de la conscience est matérialiste. La conscience phénoménale n'est plus comprise comme quelque chose d'externe et d'existant en lui-même, mais comme un phénomène subjectif émergent induit par la structure. Ce qu'on comprend de la cognition vient avec d'autres constats, notamment que la nature d'un signal nerveux, le fait qu'il soit électrochimique et conduit par des terminaisons neuronales, n'est pas fondamental au déclenchement de comportements. Ce qui importe, c'est avant tout le signal, l'information. Et si nos cellules musculaires pouvaient décoder un signal d'une autre nature, émis par un support alternatif à la logique équivalente, nos comportements resteraient inchangés. Ceci nous amène à un concept indépendant de nos questions sur la conscience, un concept qui appartient plutôt au monde plus objectif du calcul et du traitement du signal, la réalisabilité multiple. Prenons justement un calcul très simple, ce qu'on appelle une porte logique E. D'un côté d'une porte logique E, on a des informations binaires, 0 ou 1. En sortie, le contrat d'une porte logique E est de renvoyer 1 si et seulement si les deux entrées valent 1, 0 dans tous les autres cas. Ce qu'on vient de décrire est abstrait, c'est une fonction prenant 2 bits en entrée et produisant un bit en sortie. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de réaliser cette fonction abstraite avec une construction physique concrète. Première structure physique, on va considérer un circuit électronique composé de très peu de composants, 2 diodes et une résistance. Ici, les entrées peuvent prendre soit une tension de 0 V, soit une tension de 5 volts. On ne va pas rentrer dans les détails du comportement électronique de ce circuit dans le cadre de cet épisode. La seule chose à retenir, c'est que si on applique les lois de l'électronique, la sortie sera à une tension de 5 volts si et seulement si les deux entrées sont également à 5 volts. Prenons maintenant une autre structure physique, une suite de dominos, avec un domino spécial au centre, plus large et plus lourd. Ce domino plus large est conçu pour ne tomber que si les deux dominos en amont sont tombés. Ici, on constate que la série de dominos en aval tombera si et seulement si les deux séries en entrée sont également tombées. Bien sûr, vous l'aurez compris, ces deux structures sont des implémentations de notre abstraction logique de porte E. D'un côté, on a choisi de représenter physiquement les concepts abstraits 0 et 1 par des tensions de respectivement 0 et 5 volts, et on a construit une structure telle que l'application des lois de l'électronique reproduise, sur ces réalisations physiques, les relations entrée-sortie de leur homologue abstrait.
Du côté des dominos, c'est le même principe, on a simplement une autre représentation des données, 0 lorsque les dominos ne tombent pas, 1 lorsqu'ils tombent, et on utilise d'autres lois physiques, ici mécaniques, pour reproduire, sur ces représentations physiques, la fonction de notre porte logique E. En résumé, dans ces deux cas, il s'agit de créer une correspondance entre l'abstraction et son implémentation physique. Et c'est quelque chose de fondamental à comprendre lorsqu'on parle de la réalisation d'un calcul. Un même calcul peut être réalisé sur des implémentations physiques totalement différentes. Absolument rien n'empêche de réaliser l'équivalent d'un ordinateur moderne à base de pièces mécaniques. Ce qui importe, c'est que le comportement physique corresponde au comportement abstrait souhaité. L'utilisation de micropuces, de métaux et de signaux électriques n'est motivée que par le coût et les performances, en aucun cas par le type de calcul que ces supports autorisent. Vous voyez ici un ordinateur programmable en bois et purement mécanique. Cette autre réalisation en Lego est elle entièrement en pneumatique. Toutes ces réalisations peuvent exécuter des programmes et les mêmes programmes. Elles seront simplement plus ou moins lentes à les mener à terme. Ce concept de réalisabilité multiple nous amène à considérer différemment la cognition au sein du vivant et d'émettre l'idée que, dans ce que fait un cerveau, c'est peut-être également avant tout le calcul, le processus qui compte, de manière parfaitement indépendante du substrat physique qui le réalise. Si on met de côté un instant la question de la conscience phénoménale et qu'on revient au concept plus objectif de comportement, c'est d'ailleurs une certitude. Faire réaliser le même traitement du signal par un autre substrat que des neurones n'aurait aucune raison de ne pas mener au même comportement. Dans des cas très simples, on peut même déjà simuler cette cognition, ce qui revient donc bien à la mener sur un support qui n'est plus organique, à reconnaître que c'est le traitement de l'information qui compte. Vous voyez ici OpenWorm, un projet de simulation intégrale d'un petit nématode. Les cellules de son corps et la physique sont simulées dans un environnement 3D et la connaissance complète de son système nerveux permet la simulation de la cognition dictant son comportement au sein de cet environnement virtuel. L'idée que le système nerveux manipule des informations sous une certaine forme encodée est bien établie, notamment depuis l'arrivée du machine learning permettant de déduire automatiquement cet encodage. Vous voyez ici le résultat d'une étude de 2022. Sur la rangée du haut se trouvent les images que les sujets regardent, la rangée du bas sont les images extrapolées depuis uniquement l'activité cérébrale, donc décodées de celle-ci et démontrant de fait leur présence sous forme de représentation symbolique. Et ceci ne concerne pas que les signaux reçus par le cerveau, on peut aussi, certes dans une moindre mesure, décoder non plus uniquement ce qu'un sujet est en train de percevoir, mais ce qu'il imagine, décoder ce à quoi il pense. Dans certains cas, tout ceci défie parfois nos intuitions sur la conscience. Les expériences sur le libre arbitre, initiées par Benjamin Libet dans les années 80, en sont un bon exemple. Ces travaux ont démontré que certaines activités du cerveau permettent de prédire quand un sujet réalisera une action avant que celui-ci n'en soit conscient. De nombreuses autres expériences vont par la suite nettement améliorer ces résultats. L'utilisation d'IRM dans une expérience de 2008 a permis de prédire non plus seulement quand, mais quelle action, parmi deux disponibles, sera initiée par le sujet, toujours avant que celui-ci n'en soit conscient. Dans certains cas, la prévision peut maintenant précéder de plusieurs secondes la prise de conscience subjective. Ces dispositifs expérimentaux ne se contentent pas toujours d'être spectateurs, certains sont intrusifs et par stimulation de certaines zones cérébrales peuvent influencer une décision sans que le sujet n'ait conscience de cette influence. Tous ces résultats vont clairement dans le sens que même des concepts immatériels et inhérents à la conscience comme les pensées ou les intentions sont encodés dans l'activité cérébrale, y vivent en tant que représentation logique, sans raison de dépendre du support physique qui les manipule. Lorsqu'on a conclu que la conscience phénoménale est induite par l'objet physique qu'est un cerveau, on peut adopter deux points de vue. Soit considérer, comme on vient de le suggérer, que la réalisation physique n'a pas d'importance et que l'essentiel se trouve dans les processus et les fonctions qu'un cerveau implémente, la posture qu'on appelle le fonctionnalisme, soit considérer que la réalisation physique importe, qu'en plus d'implémenter le processus et les fonctions, il faut aussi la bonne organisation géométrique et ou le bon type de matière pour permettre l'émergence de la conscience. Ce qu'on pourrait qualifier de matérialisme de type ou physicalisme structurel.
Ce deuxième point de vue suggère qu'on pourrait donc avoir des systèmes menant la même cognition logique, avec donc non seulement des comportements indiscernables, mais aussi des dynamiques d'état logique interne tout aussi indiscernables, et qu'au sein de ces systèmes, certains feraient l'expérience subjective de la conscience, tandis que d'autres non. C'est le concept de zombie philosophique, des entités qui, d'un point de vue externe et interne, sont indiscernables de leurs homologues dotés de conscience, mais qui en sont totalement dépourvus. En ce qui nous concerne, on va se concentrer sur l'autre point de vue, le fonctionnalisme, qui propose donc que le phénomène subjectif de la conscience émerge de la fonction du cerveau, des processus logiques qu'il permet. On accepte ici la thèse de la réalisabilité multiple, mais pour la conscience elle-même. On considère que la même fonction, ou les mêmes calculs sur des implémentations physiques différentes, aboutira au même phénomène subjectif ou à la même absence de celui-ci. La meilleure façon de saisir la thèse fonctionnaliste, c'est de répondre aux incompréhensions répandues de cette thèse. Beaucoup d'incompréhensions viennent de la racine fonction du terme fonctionnalisme. Mathématiquement, une fonction fait correspondre des entrées à des sorties, et le problème ici, c'est que cela semble nier la notion d'état interne, comme si l'on prétendait qu'un cerveau ne produisait des sorties qu'à partir de ses entrées à un instant donné. Le fonctionnalisme ne nie évidemment pas l'existence d'état interne. Un meilleur terme que fonction pourrait être processus. Autoriser un état interne, c'est aussi répondre aux conceptions trop rigides de ce qu'une fonction peut permettre, comme si fonction était nécessairement synonyme de comportement immuable et figé. Posséder un état interne rend accessible des dynamiques aussi évoluées que l'apprentissage, mais même sans cela, la simple présence de cet état interne est synonyme de contexte et permet donc au système de produire des sorties différentes, même s'il est soumis plusieurs fois aux mêmes données sensorielles. Il n'y a aucune raison de penser qu'un tel système soit moins libre qu'un être humain, dans le sens où la réponse qu'il produit peut évidemment dépendre du contexte. Toujours autour de cette notion de rigidité, certains d'entre vous peuvent être mal à l'aise avec l'idée de déterminisme et considérer important que même avec des états internes similaires, il soit possible de produire des réponses différentes. Au sein d'un cerveau, il n'y a pas 500 façons d'autoriser cela. Il faut être sensible soit à des processus physiques fondamentalement indéterministes, soit à un bruit ambiant chaotique de nature thermique ou autre. En résumé, il faut être sensible à des sources aléatoires ou pseudo-aléatoires sur lesquelles on n'a par définition aucun contrôle. Là encore, absolument rien n'empêche qu'une fonction fasse de même, et c'est d'ailleurs très courant en programmation d'utiliser des générateurs pseudo-aléatoires pour tout un tas de bonnes propriétés qu'ils exhibent. Le terme fonction peut aussi donner l'impression que pour un fonctionnaliste, c'est cet élément plutôt abstrait et simpliste qui est conscient. La thèse, c'est plutôt que la conscience émerge du processus conséquence de cette fonction et d'un processus qui se déroule dans le temps. Être fonctionnaliste, ce n'est pas déclarer que ce processus est dépourvu d'une richesse et d'une complexité inhérentes. On ne dit évidemment pas que n'importe quelle fonction convient. C'est très similaire à ce qu'on a dit sur le vivant. Savoir que celui-ci fait partie des structures physiques organisées, ce n'est pas déclarer que n'importe laquelle fait l'affaire. C'est tout le sujet du domaine de comprendre pour quel processus interne, quelle fonction, l'aspect subjectif phénoménal va émerger. Le fonctionnalisme, ce n'est pas non plus déclarer qu'on puisse déduire la présence ou l'absence de conscience phénoménale depuis uniquement les comportements, puisqu'il postule clairement que la reproduction de la dynamique interne est également essentielle. Lorsqu'Alan Turing a conçu son fameux test de Turing, celui-ci n'était que comportemental, il ne s'intéressait qu'à l'indiscernabilité vue de l'extérieur, et en plus uniquement sur la tâche spécifique du langage. Ce n'était pas qu'Alan Turing considérait la dynamique interne non pertinente, mais qu'il avait fait le pari qu'il serait impossible de produire quelque chose d'aussi complexe qu'une conversation sans répliquer également ce qui était pertinent à l'intérieur. Avec l'avènement des LLM, on a de nos jours de bonnes raisons de penser que ce pari s'est révélé perdant et qu'une théorie de la dynamique interne est essentielle pour trancher sur la présence ou l'absence de conscience phénoménale. Le fonctionnalisme entraîne toute une série de conséquences contre-intuitives, notamment la suivante. Si vous demandez à des individus de réaliser chacun le travail d'un neurone et que vous construisez une gigantesque administration avec une structure similaire à celle d'un cerveau humain, comme cette administration réalisera le même calcul qu'un cerveau, on devrait conclure qu'elle est, dans son intégralité, consciente. De prime abord, cela semble plutôt absurde, mais on peut faire plusieurs remarques. Si ce qui choque dans une telle expérience de pensée, c'est l'idée d'avoir des organismes eux-mêmes vivants qui réalisent des opérations logiques, eh bien c'est déjà le cas dans un cerveau.
Un cerveau est bien une colonie de cellules, chacune vivante, chacune avec ses besoins nutritifs et ses fonctions vitales, et un certain degré d'autonomie. C'est une colonie en symbiose, mais une colonie tout de même, une administration cellulaire de laquelle on constate malgré tout l'émergence de la conscience. A l'inverse, si ce qui gêne dans cette vision fonctionnaliste, c'est l'idée que la conscience puisse émerger de matière inerte, en remplaçant cette administration par des composants mécaniques ou des circuits intégrés, cette objection est souvent motivée, peut-être inconsciemment, par une forme de pensée vitaliste latente. Elle néglige le fait que, comme on l'a vu dans l'introduction, notre compréhension actuelle du vivant n'inclut plus de notions métaphysiques comme la force vitale, et qu'en fin de compte, la matière qui constitue ce vivant est, si on zoome suffisamment, elle aussi inanimée. À un niveau plus fin que le neurone, les lois qui régissent les cellules ne sont que des lois physico-chimiques, des cascades de réactions, une molécule se branchant sur une autre à la chaîne à travers des centaines d'étapes pour aboutir à l'implémentation de la fonction cognitive. En y réfléchissant, ce qui se passe au niveau moléculaire dans la cognition vivante est comparable à une machine de Rube Goldberg, une série opportuniste de causes et d'effets, sous-produits de l'évolution darwinienne, servant un but fonctionnel. Si la possibilité d'induire la conscience avec un système purement mécanique vous choque, il n'y a aucune raison que cela ne vous choque pas tout autant avec un cerveau. Le fonctionnalisme conclut donc que c'est le programme qui importe et que rien n'empêche une machine de penser ou de ressentir. Mais il parle de la possibilité théorique, il ne dit évidemment pas que c'est le cas de n'importe quelle machine ou programme, ni que c'est nécessairement le cas d'IA existantes comme GPT-4. Pour étudier des cas particuliers, il faut s'intéresser aux théories de la conscience qui tentent de déterminer le nécessaire et le suffisant dans l'organisation du processus interne pour permettre l'émergence de conscience phénoménale. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Un dernier contre-argument qu'on croise relativement souvent est celui de la différence entre simulation et simulé, de la distinction entre l'objet réel et une version virtuelle. Certes, la simulation d'un trou noir n'est pas un trou noir, mais cette distinction simulation-simulé ne concerne justement pas tout type d'objet, elle ne concerne aucunement les processus calculatoires. Par exemple, simuler un jeu vidéo, c'est faire tourner un jeu vidéo. Simuler un calcul, c'est le réaliser. Pour un fonctionnalisme, la conscience est le processus exécuté par le cerveau et simuler ce processus, c'est le mener, simplement sur un autre support. Tous ces arguments sont-ils suffisants pour démontrer qu'une machine ou un programme peuvent penser ? C'est évidemment délicat, mais il y a une question plus simple que celle-ci et qui semble relativement équivalente. Comme chacun d'entre nous peut constater ses propres états phénoménaux, il suffit de se demander si ces arguments sont suffisants pour nous convaincre que nous sommes nous-mêmes des machines, que nous sommes nous-mêmes des programmes. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que le traitement un peu plus large, plus philosophique et historique que d'habitude vous aura plu. Je vous invite à consulter les fiches et les liens en description pour approfondir le sujet. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, mais surtout selon ma formule consacrée, en partageant les épisodes qui vous plaisent aux personnes à qui ils peuvent plaire.